Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette rediffusion des rencontres littéraires Clameur qui ont eu lieu le premier week-end de juin 2023 sur la thématique des orages. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour cette première rencontre de l'après-midi, deuxième rencontre de la journée. Après avoir voyagé dans l'espace, puisqu'on a exploré lors de la rencontre précédente les confins du monde, l'exploration antarctique au début du siècle précédent, on va revoyager dans le temps un petit peu, puisque on va revivre en compagnie de nos invités nos années d'adolescence, plus ou moins lointaines. Donc j'ai le très grand plaisir d'accueillir avec moi Mona Grandjean. Bonjour Mona. Bonjour. Et Joseph d'Anvers. Bonjour Joseph. Bonjour. Donc on est ensemble pour une petite heure et on va donc évoquer les deux livres de nos invités, donc Demi-pensionnaire pour Mona Grandjean et Un garçon ordinaire pour Joseph d'Anvers. Il y a une belle, d'ailleurs, il y a une belle consonance entre les deux titres, Demi-pensionnaire, Un garçon ordinaire. Ça ferait un bon début de chanson, Joseph, je pense. C'est vrai. Et donc on va accoster, voilà, des années 90 aux années 2010, on va accoster au rivage tumultueux de nos adolescences, nous replonger dans toutes les passions associées, nos amis, nos amours, nos emmerdes, et revivre cet instant aussi exaltant qu'angoissant du passage à l'âge adulte et de la fin de l'enfance. Joseph et Mona évoquent vraiment merveilleusement cet âge électrique à travers deux ouvrages parus cette année, en avril 2023, tous les deux. Je pense que là aussi il y a une belle convergence. Mona, à travers donc Demi-pensionnaire, paru dans la collection Virage graphique des éditions Rivage, une fort belle collection que je vous invite à suivre. On va revivre donc toute notre année de troisième, depuis la rentrée des classes, les noms sur la liste, jusqu'au brevet, en passant par le voyage scolaire à Berlin. On a tous fait un voyage scolaire à Berlin, même si Berlin était à Madrid ou Rome. Mais on va revivre ces moments-là de notre année de troisième. Et quelques années plus tard, ou plus tôt, je ne sais pas comment il faudrait se dire, mais dans les années 90, revivre les 3 mois du printemps 94, depuis le 5 avril 94 et la mort de Kurt Cobain. Et jusqu'au 5 juillet 94, les résultats du bac, à travers deux très beaux livres qui nous font traverser vraiment des tas d'émotions, des tas de rires, bien sûr, mais des moments plus poignants, plus difficiles à vivre, bien sûr, et parfois très émouvants, entre la génération 2010 et la génération 90, la génération X, sur laquelle on aura bien sûr le plaisir de revenir. Donc, le premier livre de Mona, c'est un premier livre vraiment très très réussi, j'ai trouvé, qui marque une très très belle entrée en bande dessinée, menée avec beaucoup de rythme et beaucoup de tendresse, et qui n'exclut pas le second degré pour les personnages, on y reviendra. Et Joseph, avec ce troisième roman, vous confirmez que vous savez à peu près tout faire, hein, puisqu'après le cinéma, la musique, vous confirmez cette percée en littérature, troisième roman, donc paru chez Rivage, et qui vient d'obtenir hier le prix Marcel Pagnol. Félicitations. Bah, merci. Et c'est très, très largement mérité. Donc deux vrais coups de cœur de la part de l'organisation du festival et des libraires de Clameur, et c'est amplement mérité. On va voir qu'il y a pas mal de choses qui rapprochent vos deux livres, d'autres qui au contraire les démarquent, mais on va interroger voilà, ces points de convergence, ces points de divergence pendant l'heure qui vient. C'est ça qu'on va faire dialoguer, bien sûr, et la porte d'entrée dans ces livres, bien sûr, je l'ai dit en introduction, c'est l'adolescence. C'est cet âge-là à la fois paradoxal et si intense. Et j'aimerais qu'on explore, bien sûr, qu'on revienne un petit peu sur ce que ça dit de l'adolescence, sur ce que les deux livres disent de l'adolescence. Et pour démarrer, déjà, ça montre que l'adolescence, c'est un âge de passage, un âge de transition, puisque vous choisissez dans cette vaste période qui va de 11-12 ans jusqu'à 18 ans, vous choisissez des moments charnières, hein, avec l'année de troisième, donc il y a la fin du collège pour Mona, et puis même pas l'année de terminale, hein, vraiment le dernier trimestre de terminale pour vous, Joseph. Ce moment vraiment de bascule d'une histoire à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un âge à l'autre, d'un monde à l'autre, hein, il faut bien le dire. Et donc ma première question, ce serait pourquoi justement dans ce vaste panorama, dans ce vaste paysage de l'adolescence, pourquoi avoir choisi cette période-là, ce moment-là un petit peu charnière? Je commence. Joseph. En fait, moi, c'est un peu
toutes les périodes comme ça, comme vous, on se vous voit, c'est ça? On se voit. Voilà. Comme vous disiez, les périodes de passage, c'est quelque chose qui me préoccupe moi depuis plusieurs albums et plusieurs livres en fait, et donc notamment l'adolescence. Et en revanche, moi je pense pas que l'adolescence ce soit forcément les années teen comme c'est défini dans les films américains ou la littérature américaine, c'est-à-dire de 13 à 19 ans. Pour moi, l'adolescence, c'est à partir du moment où on passe d'un état étrange, on n'est plus un enfant, à l'état d'adulte. Et ça peut arriver maintenant à 30 ans, il y a même des gens qui deviennent adultes à 40 ans. Et souvent on me demande qu'est-ce que c'est que devenir adulte. Et je pense que, ça n'engage que moi, mais c'est le moment où les choix qu'on fait dans la vie, on n'a plus vraiment de deuxième chance. Enfin, je veux dire, souvent quand on est ado ou jeune adulte, on va dire dans la vingtaine, on peut choisir une voie professionnelle, amoureuse, ce qu'on veut, et puis se planter. Puis plus on avance, et moins en gros il faut se planter. Et après on fait des enfants, et ceci et cela. Et c'est des choix sur lesquels on ne peut pas revenir en arrière. Et pour moi c'est ça, l'adolescence, elle est dans ce mouvement-là. Donc c'est pas une histoire d'âge, a priori. Mais dans ce livre, oui, je parle vraiment des adolescents tels qu'on les entend au sens large. Ils ont 17 ans, et ils sont pris au piège entre les enfants qui sont encore, les adultes qui sont en train de devenir. Ils sont tiraillés entre le fait de vouloir s'émanciper, aller bouffer le monde, et puis voilà, se construire. Et puis en même temps, ils vont laisser, par essence, quand on part, on laisse. Et donc ils laissent leurs parents, leur maison, souvent leurs amis, et donc une part d'eux-mêmes. Et donc ça m'intéressait de me replonger dans en plus dans ces années-là, parce que, et après je te laisse la parole, parce que c'était en plus une adolescence en 94, c'était les derniers adolescents avant l'arrivée d'Internet, qui allait débarquer en 95-96 dans les foyers. Et si j'essaie de me rappeler, de me dire qu'est-ce que c'était que cette insouciance-là, où on n'avait pas le même rapport à l'image, on pouvait disparaître, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas les filles, il fallait aller, ou les garçons, il fallait leur parler si on voulait les séduire. C'était compliqué. Et il y avait tout un truc, et je me suis dit, putain, c'est pas si loin finalement. Et en fait, c'est totalement un autre monde. Donc il y avait ce parallèle entre ce passage personnel des personnages et ce passage d'un monde à un autre, un peu plus grand, voilà. Et moi, je voulais plutôt me concentrer sur le passage, plutôt ce moment où on n'arrive pas vraiment à l'âge adulte, mais en tout cas, on est bien sorti de l'âge de l'enfance, quoi. Donc, ce moment où on va commencer ces expériences toute seule, en fait. Donc, aller embrasser les premiers garçons, aller faire les premières fêtes. Mais en n'étant pas encore adulte, en ayant encore un regard d'enfant là-dessus, c'était plus ça qui m'intéressait. Mais même par rapport à... Je rebondis juste sur ce que tu disais, sur aller voir les filles, aller leur parler directement, ne pas avoir Internet. Moi, du coup, je suis de la génération où il y avait Internet, donc c'est aussi... mais peut-être que tu voudras... Non, on peut en parler, bien sûr. Mais en fait, moi, je me suis inspirée de l'adolescence de Facebook, donc c'est déjà vieux. Mais qu'en fait, Facebook, c'était aussi quelque chose, un exercice social en soi, de parler aux gens sur Facebook, et c'était tout un autre pan d'une vie sociale qui est aussi intéressant, et qui est pas très facile non plus, et plein de moments tâtonnants aussi, quoi. C'est d'autres difficultés, pardon. Pardon, moi je me souviens quand les téléphones portables sont arrivés, qu'à un moment donné, je pouvais envoyer des SMS à des filles, les harceler, leur envoyer des photos de mon anatomie. Non, je rigole. C'était formidable. Non, mais je me suis rendu compte du pouvoir du verbe. Enfin, il y avait autre chose, c'est-à-dire que quand on arrivait en tout cas, quand on arrivait dans une fille à 14-15 ans, on était nuls. Enfin, en tout cas, j'étais nul. Quand j'écrivais un SMS, je pouvais essayer de tourner le truc pour paraître. J'étais un peu un mec bien, tu vois. J'avais quand même, ça fait 2 heures que j'avais écrit ce putain de SMS. Et donc il y avait quelque chose qui était du rapport de l'écriture qui devenait intéressant. C'est-à-dire que là on retrouve un peu ce truc des livres qu'on fait maintenant. Et de s'adresser à quelqu'un par écrit ou à l'oral, c'est totalement différent. Ça induit d'autres choses. Et c'est en ça que je veux dire que les choses ont changé. Que ouais, carrément. C'était pas dans une espèce de direct. Même, et sur le même Facebook, etc. C'était... tu pouvais préparer ta chose, tu avais une photo que tu avais mise un petit peu. Mais d'où la rencontre après la discussion Facebook est d'autant plus drôle et plus gênante, parce qu'on reste quand même des gens qui sont gênés et pas très à l'aise. Donc c'est... Enfin, voilà, c'est... Mais oui, mais c'est vrai. La relation reste compliquée, quel que soit le médium par lequel on passe, ça c'est sûr. Et justement, cette question des téléphones, effectivement, c'est quelque chose qui est assez frappant dans vos 2 livres, puisque vous aurez un peu dans la présentation
planche de gauche, les extraits du livre de Mona et des citations du livre de Joseph en regard. Et donc, dans le livre de Mona, il y a la communication par SMS, par Facebook est vraiment thématisée, c'est quelque chose qui est représenté. Et dans le livre de Joseph, sans trop en dire, à un moment donné, un des personnages très importants du livre disparaît. Et il y a ces moments où les autres personnages le cherchent. Et donc, on n'a aucun moyen de joindre Yuri, il s'est volatilisé comme ça, simplement. Et c'est vrai qu'à quelques années d'écart, il y a cette question-là à la fois de l'immédiateté, des choses qui circulent très très vite, et puis la possibilité d'un monde où quelqu'un devient tout d'un coup injoignable. Moi, c'est ça qui m'intéressait vraiment. Je crois que peut-être presque le point de départ du livre, c'était ça, c'était de se dire que, alors je ne sais plus pourquoi, mais je me dis maintenant, il y a toujours un moyen de retrouver un meurtrier, enfin à part Monsieur Dupont de Ligonnès, qui déjoue un peu ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'il y a enfin c'est compliqué de disparaître ou de. Et moi, je me souviens de gens comme ça, d'une année à une autre, qui partaient du collège ou du lycée et on ne savait plus jamais ce qu'ils devenaient. Je me suis dit, c'est dingue, parce que maintenant, on a la trace de tout le monde. Enfin, on peut retrouver. Je me suis dit, c'était quand même quelque chose. Et puis moi, je me souviens aussi des fois de partir avec des potes, des copines et des copains. Je sais pas, enfin moi j'étais à Nevers, donc il y avait la campagne juste à côté, et on pouvait partir, et puis merde, putain, on n'avait pas vu l'heure. Et en fait, personne, pendant ce laps de temps, ne savait où on était. Et voilà, enfin, moi, je me souviens de trucs que mes parents me laissaient faire. Ils étaient pourtant assez stricts et c'était des gens raisonnables et raisonnés. Hein. Mais ils me laissaient partir toute une journée, jouer dans des lieux dégueulasses, dans des vieilles usines, des machins et tout. Enfin, je me dis, on aurait pu rencontrer n'importe qui. Mais finalement, ça se passait bien. Et je me suis dit, mais c'était dingue. Et c'est vrai que cette question de l'oubli, de la disparition, m'a vachement questionné. En me disant, comment on fait maintenant pour disparaître totalement ? Oui. Et il faut du coup user de subterfuges, de couper ses comptes, l'histoire de carte bleue, de machin. Enfin, il faut presque agir comme un malfrat. Et puis le fait de ne pas être joignable tout le temps, effectivement, c'est compliqué. Maintenant, si quelqu'un n'est pas joignable, on s'inquiète pour lui. Alors que juste, il n'a peut-être pas envie d'être joignable. Et en fait, il y a ce truc qui nous relie, qui est formidable parce qu'on peut explorer le monde et qu'Internet, évidemment, c'est indiscutable, c'est formidable. Et en même temps, on est quand même vachement prisonnier de tout ça. Et je me suis dit, ces ados-là, c'était une certaine idée de la liberté quand même. Oui, ça autorise certaines choses, ça en empêche d'autres. Ça permet. Pardon, juste pour dire, mais je suis pas nostalgique. C'est pas un truc de dire c'était vachement mieux à cette époque-là. Non, il y avait des trucs, c'était vraiment relou. Mais en tout cas, c'était vraiment différent. Ouais. Et c'est vrai que ça permet, dans votre livre, Mona, le moment où Zoé se perd à Berlin, enfin, le téléphone joue un rôle déterminant, parce que c'est ça qui permet de la retrouver. Mais c'est vrai que moi, j'ai dû trouver un subterfuge dans le scénario pour qu'elle n'ait pas son téléphone, parce que normalement, on a toujours son téléphone sur soi. Donc elle se le fait confisquer. Merci les profs. Mais c'est clair que c'était plus difficile à mettre en scène, quoi. Et cette confiscation, ça me fait penser justement à un autre élément très important sur cet âge adolescent, qui est le rôle de l'institution scolaire, qui se retrouve bien sûr dans le titre de votre livre, Mona, demi-pensionnaire, et où beaucoup de choses se jouent, où beaucoup de choses se passent. On voit ici les personnages de demi-pensionnaires qui arrivent devant le collège pour les résultats du brevet. Les terminales massées devant le lycée sont évoquées aussi dans le livre de Joseph, qui va avoir un torticolis à la fin de la rencontre, désolé. Un miroir, tu sais pas que j'ai un truc. Et du coup, quelle est la fonction, quel est le rôle de l'institution scolaire, vraiment de cet endroit de la classe où on sent qu'il y a infiniment plus de choses qui se jouent que juste la transmission d'un savoir pédagogique. C'est vraiment le théâtre de vos livres, alors peut-être encore plus chez vous, Mona, que chez Joseph, où il y a des excursions aussi, il y a des extérieurs, il y a une nature qui est présente et des lieux d'habitation, mais on sent que l'école est là, est présente, quoi. Et du coup, dans ces récits d'adolescence, quelle place ça occupe, et vous, dans votre construction de vos livres, à vous, quelle place ça a occupé ? Moi, j'ai l'impression que le collège, c'était quand même un moment où on était mélangés au niveau des classes sociales, qui n'arrivent plus après le lycée, en fait. Déjà, même au lycée, il y a un tri, en fait. Et du coup, dans l'idée, c'est quand même le collège où il peut avoir le plus de rencontres hasardeuses et de rencontres, quoi. Ouais. Qui sont plus étonnantes qu'en dehors du collège, j'ai l'impression. Du coup, voilà, c'est un peu ça. C'est très vrai que cette mixité sociale-là, on ne la retrouve plus. Après, petit à petit, elle s'étiole et la vie fait le tri, ouais, tout à fait. Oui, c'est un peu ça. En fait, après, c'est le lycée, mais c'est vrai que c'est un peu tout notre monde. En fait, dans ce roman,
c'est pareil, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que... On m'a posé la question il n'y a pas longtemps à la radio, on m'a dit, vous parlez de l'esprit adolescent, qu'est-ce que c'est que l'esprit adolescent? Je dis, putain, je ne sais pas exactement comment le définir. Et puis finalement, je me suis dit qu'en fait, c'était cette envie, en fait, en tout cas, mes adolescents du livre, de brûler la vie, d'avoir du panache et puis de rêver grand. Et en même temps, c'est des gamins qui ont envie d'aller voir au-delà de leur monde. Et leur monde, à cette époque-là, encore une fois sans Internet, ça se résume à la famille, les copains, le lycée, et le héros fait partie d'un groupe de rock, et donc le local, là où ils répètent. Et leur périmètre, c'est ça. Et leur monde, il ne va pas plus loin. Vaguement, je disais, il y a le journal télévisé, il y a ce qu'on lit dans le Paris Match ou le machin, parce qu'on ne lit pas Libé à la maison, qu'on ne lit pas Le Monde. Et donc, il y a cette envie d'aller explorer, d'aller plus loin. Et donc, du coup, le lycée, c'est un peu le résumé de tout ça. Ouais. Il y a les potes, il y a éventuellement les frangins, il y a ou les sœurs, etc. Et donc, c'est un microcosme, c'est un monde à part entière dans lequel tout y est et tout suffit pour vivre, en gros. Et donc, les peines, les joies, les amours, les amitiés. Et puis, effectivement, c'est une vie à court terme, parce qu'on sait que ça dure... pour ceux qui ne redoublent pas, ça va durer 3 ans. Et donc, on se prépare directement à se dire, voilà, on se construit un monde qui va être éminemment important, mais on sait que, là, en terminale, qu'en début juillet, ce sera terminé. Et on va tous prendre des voies différentes. Et j'ai trouvé ça... C'est la vie. Je veux dire, il y a des choses bien pires dans le monde et dans la vie, mais c'est quand même très dur quand on y repense. C'est là qu'on a besoin, à 17 ans, de se construire, et le lycée et les études supérieures nous font déjà éclater. Et moi, je sais que c'était un truc... J'avais conscience de ça au moment où je le vivais, un peu comme le héros, où je me disais, mais c'est terrible en fait. Enfin, je sais qu'on va pas se revoir, ça sert à rien de faire semblant. Enfin, oui, toi tu vas... Moi, je suis parti à Dijon, je sais pas si vous connaissez cette ville. Voilà, je suis parti 1 an à Dijon, mes potes allaient à Clermont, d'autres à Paris, et je savais très bien que c'était être compliqué de... Voilà, j'avais une chérie qui partait à Clermont, Dijon-Clermont, c'est pas évident, vous voyez. Et on se dit, mais comment on fait? Comment on fait? Et je sais toujours pas. Je me posais cette question de savoir si j'avais sur le moment de mon adolescence cette conscience-là. Mona, dans votre livre, c'est des questionnements qui sont présents aussi à la toute fin du livre quand les deux personnages se retrouvent et pensent à ce que va être le lycée, etc. On sent qu'il y a cette appréhension qui perce derrière l'excitation. Mais leur idée quand même, c'est qu'elles vont rester meilleures amies pour la vie, quoi. Donc elles sont dans le déni plutôt par rapport à ça. Elles vont juste rester ensemble et essayer de rester ensemble. Et justement, vu que c'est la fin du collège, on n'a pas encore ces grandes angoisses qui arrivent. Là, c'est juste le lycée, donc un nouveau cadre scolaire, mais qui a à peu près les mêmes codes que le collège, quoi. Donc ouais, c'est moins... On est sur une transition moins difficile quand même, mais oui, c'est clair que je sais pas si elles resteront amies toute la vie, Zoé et Mona, quoi. En tout cas, c'est c'est parfois ce qu'on veut croire. L'adolescence, évidemment, c'est aussi l'âge des premières fois. C'est quelque chose qui donne le titre du chapitre 3 de la bande dessinée de Mona et qui est très présent dans vos 2 livres, les premières cuites, le premier baiser, la première fois qu'on fait l'amour, la première fois qu'on écrit une chanson. Donc il y a toutes ces premières fois-là. Et c'est vrai que c'est un marqueur des récits d'adolescence. Et je me demandais, quand on écrit ce genre de texte et de récits, comment on arrive à la fois à trouver une singularité, par revenir sur des sillons qui ont déjà été creusés de ces scènes de première fois. Je pense à la première fois qu'on fait l'amour, par exemple. C'est vraiment des passages quasiment obligés des teen movies ou des récits d'adolescence. Et comment est-ce qu'on arrive, quand on est autrice ou auteur, à aller chercher en soi un peu l'authenticité du souvenir pour le raconter? Est-ce que c'est l'enjeu déjà de raconter un souvenir qui est authentique, ou est-ce qu'on accepte qu'il y ait une part de fictionnalisation? Voilà, comment on aborde ces rivages-là? J'ai l'impression que ça peut être un peu différent. Il y a le premier baiser dans l'album de Mona qui est baveux et amusant et touchant. Et Joseph, lorsque vous évoquez le moment où le narrateur fait l'amour avec Alice pour la première fois, il y a une ellipse. C'est moins baveux. C'est moins baveux. Il y a une ellipse puisque ce moment se conclut par le reste n'appartient qu'à nous, et le paragraphe précédent enchaîne sur le moment où le moment a eu lieu et le narrateur se retrouve dans la rue. Donc voilà, ce récit des premières fois, comment on l'aborde dans l'écriture? Est-ce que vous avez trouvé de suite comment vous alliez le raconter? Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on suggère?
Moi, en fait, cette BD, elle est partie de l'idée de raconter l'adolescence pas d'une façon romantisée et essayer de raconter quelque chose qui me touchait moi. Donc, plutôt, c'est des choses de l'ordre du malaise ou du gênant, quoi. Du coup, pour la première fois, je savais que ça allait arriver dans le livre et que j'allais devoir montrer un peu de premier baiser ou de premier câlin, quoi. Et j'en ai beaucoup parlé en fait avec des amis et j'ai un peu fait un travail où j'ai essayé de me rappeler avec des amis de comment ça s'était passé pour eux, comment ça s'est passé pour moi et voir un peu que toutes ces anecdotes elles se retrouvaient quand même sur ce côté où on n'est pas, enfin, les premières fois adolescentes, c'est surtout, il y a beaucoup de choses drôles, on ne sait pas quoi faire de son corps. Donc moi, j'ai essayé de mélanger tout ça pour raconter quelque chose qui pouvait plus se rapprocher de ce sentiment-là, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment parlé avec des amis. Moi, j'ai pas du tout parlé. J'ai fait un travail très solitaire. Je sais pas trop. En fait, j'écris ce livre au fil des pages. Donc, j'avais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, ce serait marrant parce que c'est le bordel. Donc, c'est déjà le bordel dans leur vie et dans leur tête parce qu'ils ont 17 ans et que tout ce que je viens de dire se passe. Mais il y a d'autres éléments. Tu parlais de Yuri, sans trop en révéler. Il y a d'autres éléments qui font que c'est encore plus le souk dans leur vie. Et il y a quand même, à un moment donné, effectivement, cette relation que le narrateur noue avec Alice. Et puis, cette première fois, qui est, comme il dit, à un moment donné, il dit ça aurait dû être je ne sais plus comment c'est écrit, mais que ça aurait dû être beau et insouciant. Et avec tout ce qui se passe, ça ne l'est pas. Et en fait, sa première fois, elle n'est pas gâchée, mais il y a tout ce... Et ça m'intéressait d'avoir ce côté un peu en demi-teinte et en même temps, voilà, c'est pas prémédité. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant que quand il arrive, c'est-à-dire qu'au début du chapitre, je pensais même pas que ça allait se passer. Et en fait, je me suis laissé guider. Et ce héros, qui n'est pas moi, qui est vraiment inventé, mais il y a beaucoup de moi dedans, je me suis dit, comment faire pour essayer d'écrire une scène d'amour. Et je me suis dit, je ne vais pas l'écrire, en fait, je vais écrire tout ce qui se passe avant, vaguement les préliminaires et encore, et tout cet embarras, comme tu disais, qu'on a du corps, de retirer son pantalon, et à quel moment je retire, à quel moment je dégrafe ma ceinture, est-ce que j'arrête de l'embrasser, est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais de mes mains, enfin, tu vois, il y a tout un truc, et je me suis dit, il faut le tourner, je voulais que ça se soit, que toute cette timidité, toute cette maladresse soit racontée de manière élégante. C'est-à-dire qu'on a une espèce de pudeur et de détachement. Tout le roman, il faut savoir, est raconté à travers les yeux du héros. Donc on est vraiment à hauteur d'un garçon de 17 ans, et moi je ne juge pas en tant qu'adulte, il n'y a pas de « et plus tard il fera ci, il fera ça », ou non. On vit en même temps que lui, les choses. Et donc on est dans cette chambre, il pleut, c'est le début de l'été, il pleut à verse, c'est un orage chaud, et les parents de la fille ne sont pas là, il arrive, et c'est elle qui prend l'initiative. Et du coup, lui, il est un peu décontenancé, et en même temps, les choses sont d'une extrême douceur, en même temps maladroite, et je me suis dit, en fait, c'est tout ça. Et donc, comment essayer de le raconter bien c'est un peu comme dans une chanson, tu me parlais d'Alain Bachung tout à l'heure, j'ai eu la chance de travailler avec lui, et il m'a dit cette chose très simple, pour écrire une chanson, il m'a dit, essaye d'être le plus honnête et le plus intime possible, et c'est comme ça que tu toucheras l'universel. Si tu essayes d'aller toucher les gens, peut-être tu y arriveras, mais c'est pas intéressant, mais... Dans cette séquence ou dans ce chapitre, tu vois, je vois ça comme un film, particulièrement, je me suis dit, il faut être vraiment au plus près de ce que moi j'ai pu ressentir. Mais je ne vais pas décrire comment moi ça s'est passé. Et donc il y avait un travail d'intériorisation et puis d'aller se souvenir vraiment tout au long du livre, c'est ça, sans se mentir. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que moi j'ai ressenti, comment, et voilà, essayer après de l'écrire. Oui. Finalement, l'approche est assez similaire, c'est-à-dire de ne pas vouloir créer un récit attendu sur l'adolescence et au contraire de revenir sur ce qui peut être, de déromantiser comme tu... C'est-à-dire, oui, enfin, des bandes dessinées et des romans sur l'adolescence, il y en a eu, il y a eu des chefs-d'œuvre, donc c'est compliqué. Et quand, je pense que c'est vrai, quand tu te lances là-dedans, tu te dis comment je peux faire pour... je reviens à Alain Bachung, tu vois, quand il m'a demandé d'écrire une chanson, à un moment donné, tu te dis juste qu'est-ce que je vais écrire pour Alain Bachung, enfin, je dirais que tout ce qu'il a fait. Et donc le truc, c'était de se dire, il ne faut pas que je lui écrive du Alain Bachung. Il faut que je lui écrive du Joseph d'Anvers. Et si ça lui plaît, tant mieux, parce qu'à ce moment-là, chanté par Bachung, ce sera peut-être pas original, mais ça reste son caractère propre. Ouais. Et moi, en fait, c'est comme ça que je me suis dit, il faut vraiment que je sois plus près de mon histoire, parce que ça, personne ne l'a écrite.
Mais bah oui, l'autobiographie et se rappeler soi-même, c'est toujours c'est assez infini comme inspiration en fait. Même avec en fait avec le temps qui passe, on a un regard différent sur ces souvenirs-là aussi qui arrivent quoi. Mais moi aussi je voulais rajouter quand même les journaux intimes de l'époque, une super inspiration. Donc vraiment. Ouais. Si on les a pas détruits dans un accès de honte. Ouais, faut les garder, c'est un peu difficile ça. Ouais. Et ces premières fois, elles sont vécues, j'ai l'impression que c'est des expériences individuelles qui sont vécues collectivement. Mona, vous disiez que vous aviez reparlé avec des amis encore aujourd'hui pour écrire de ok, comment s'en est souvenu, etc. Et j'ai l'impression que sur le moment, ça se vit aussi à travers les autres et le groupe. Dans vos livres, la question de l'amitié, du groupe d'amis et des inimitiés aussi sont très très présentes. Enfin, on sent que c'est quelque chose, c'est vraiment une vraie dynamique du récit. Que ce soit, voilà, j'ai parlé de Zoé dans le livre de Mona, ou alors Yuri, Tom, enfin toute la bande, Sakina, Alice. Karim dans votre livre Joseph, et du coup quelle est pour vous comment vous avez voulu montrer cette dimension très hyper sociale quoi, de cet âge-là où tout se vit à travers les relations qu'on lie aux autres, etc., où tout est médiatisé comme ça. Quelle place du groupe dans la destinée de vos personnages? Bah. Bon alors je commence. À l'adolescence, on a vraiment besoin du groupe d'amis, c'est vital quoi. En fait, on n'a que la famille et comme tu disais, vu que notre monde il est tout petit, on a besoin de rencontrer d'autres gens que notre famille. Et c'est un groupe d'amis qui est encore plus intense parce que c'est les premiers amis où on vit des choses en dehors de notre famille, donc tout est plus intense avec eux. Et moi, je pense que oui, souvent on s'en rappelle de nos amis de l'adolescence quoi. C'est avec eux qu'on a fait plein de choses. Puis c'est surtout c'est des gens qu'on a choisis. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas grand-chose à ce moment-là de nos vies. Mais nos potes, on les choisit. Et ça, c'est super important. Parce que c'est avec eux qu'on va faire des conneries, c'est avec ces filles-là c'est ces filles qu'on va essayer de séduire. Et c'est les premiers choix. Donc c'est super important, que ce soit au collège, effectivement, ou au lycée. Parce que les affinités... Et on se construit par rapport aux autres à ce moment-là. Donc le choix des deux filles par rapport à la troisième, j'ai oublié son nom, qui les invite chez elle, voilà, Coralie. Puis et on comprend plein de choses sur ces relations-là où on se dit juste on pourrait être copain avec tout le monde, et en fait non. Et ces deux copines sont des best friends forever, pas pour rien. Et mes adolescents, c'est pareil. À un moment donné, il y a des filles qui s'immiscent, où il y a des choses, et puis en fait non, c'est eux les potes. Il y a quelque chose. Et donc c'est le début de la construction de l'âge adulte aussi, à travers ces relations sociales. Ouais. Et je voulais aussi parler de l'amitié entre filles en fait dans l'adolescence, qui est quand même différente dans le sens où il y a aussi ce truc où on se construit en tant que... En fait, notre corps commence à être un corps de femme, quoi. Donc on comprend qu'on est des femmes. Et justement, avoir une meilleure amie pendant l'adolescence, c'est une personne avec qui on va pouvoir tout partager et un peu vivre quelques violences de la rue ou des choses comme ça de façon plus forte à deux, en fait, quoi. Et sur cette question... Alors que nous, les garçons, on fanfare... Enfin, nous, c'est marrant. Ouais. Enfin, c'est peut-être un peu intime, mais non, mais c'est marrant parce que nous, je crois qu'il n'y a pas ce côté vraiment partage. Je veux dire, il y a un côté fanfaron, enfin, tu vois, où genre, même à ton meilleur pote, tu vas lui dire que tu as couché avec machine. Concurrence. Alors que tu es encore puceau, et tu dis ouais, tu vois. Et donc, il y a un truc, je pense, qui est vachement plus déjà un peu fourbe du côté des mecs. Moi, il y a un copain, par exemple, au collège, qui m'a fait croire que, au moment où tu sais pas vraiment les choses, que les hommes aussi avaient des règles. Et donc, pendant un moment, je regardais en me disant quand est-ce que ça va venir. Et je lui disais, mais ça comme par où Il me dit, bah si, mon grand frère, il a ses règles et tout. Et donc, ouais, on est un peu des saloperies entre garçons. Tu vois, on est des potes, et en même temps, je crois qu'on est moins dans le. Il n'y a pas de sororité, quoi. Vraiment, nous, on est. Ouais, mais justement. J'ai jamais eu mes règles, en tout cas. Donc, si quelqu'un peut me dire comment ça va se passer, ce que j'attends. Voilà, merci. Inquiète-toi si t'as. Mais aussi, moi, je voulais en parler avec la relation de Luc et Louis ensemble, en fait, qui est une relation pas du tout. Enfin, en fait, Luc fait que descendre son ami et pas du tout une relation de confiance, en fait. Donc, mettre ça en parallèle avec la relation des deux meilleures amies filles, qui est un peu différente. Ça se ressent bien dans certaines scènes, Joseph, dans votre roman, où justement on sent qu'il y a cette tendresse qui pointe, on sent qu'il y a des choses qui ont envie d'être dites, mais c'est plus compliqué, ça se transforme en accolade un peu virile, et on sent que là aussi elle est là, la maladresse. C'est ça, puis il y a tous ces trucs où on est... même dans cette période-là, même la sexualité, même si elle est déjà définie à peu près, on sait, mais il y a des zones un peu floues, tu vois. Et les meilleurs potes, des fois, tu te dis pas,
Enfin, si, tu peux te dire, tiens, si, enfin, moi je me souviens que mon meilleur pote, si je devais, je me sentais clairement hétéro, mais je me disais, si je devais rouler une pelle avec quelqu'un, ce serait toi. Lui, ça le dérangeait pas. Et on se disait, bon, voilà. Et c'est marrant parce que on le dit plus rarement, ce genre de truc, mais c'est vrai qu'il y a toute cette enfin, tout est flou. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, oui, où il y a le personnage de Dominique aussi, qui est un cas social, qui vit dans un foyer où le héros se rend souvent pour aller un peu faire la fête, etc. Et tu as ce mec qui clairement a une vie difficile, qui est un peu vaguement un ex-tolard, on ne sait pas trop. Mais à un moment donné, à la fin, une espèce d'accolade un peu virile, prolongée. Il y a ce besoin de protection, d'affection, de chaleur, et qu'on retrouve à ce moment-là des vies, pas chez les filles, pas chez les parents, mais chez les copains. Et donc, ce truc est vachement... C'est ça qui m'intéressait, tout était assez fluide, en fait, à l'époque. Vous le savez, pour les rencontres clameurs, on a à cœur de donner accès aux textes et aux livres de nos invités. Donc je vous propose peut-être qu'on passe à un temps de lecture et de dessin, comme on a la chance d'avoir des artistes multidisciplinaires avec nous. Donc Joseph va nous lire un extrait de son livre, un extrait d'un garçon ordinaire. Je m'installe. Pendant que Mona s'installe au dessin, et que donc c'est là que je deviens régisseur. On a répété depuis 6 mois, donc j'espère que ça va être bien. Ouais, c'est vrai. Il y a eu plusieurs versions. Non, Hop, donc là D'ailleurs, je posais la question tout fort, mais tu as dessiné sur tablette ou comment tu as fait sur papier? Je réponds tout fort aussi. Oui, oui. J'ai jamais dessiné sur iPad que je tiens dans mes mains. J'ai toujours dessiné sur une autre tablette Wacom. Voilà. Donc c'est une première, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Un moment inédit. Vous pourrez dire que vous y étiez. Donc là, on est plutôt vers la fin, pour situer, on est à peu près vers la fin du roman. Et le bac est passé, enfin les épreuves sont passées, et il s'apprête à faire une petite fête pour célébrer ça. Je pousse le chariot dans les allées du mammouth en prenant un maximum de vitesse, puis je monte sur la traverse arrière. L'engin file à vive allure entre le jambon sous vide et les plats surgelés, incontrôlable et effrayant pour les mamies qu'on croise. Karim et Tom sont à la traîne, hilars et survoltés, saisissant à la volée ce qu'ils jugent essentiel pour une fête réussie. Ils font des bonds de cabri, virevoltent entre les clients indignés. Le caddie est composé de bière, d'alcool fort, de jus de fruits, de chips, de gâteaux apéritifs, de couverts, d'assiettes en plastique, de riz, de pâtes, de bonbons, de gobelets et de tout ce qui peut se faire cuire au barbecue. On choisit les produits les moins chers, bien sûr. On prend quand même des légumes pour les salades des filles ou pas? Pourquoi pas des fruits tant qu'il y est? Le maître mot n'étant pas la diététique, on fait l'impasse, ce qui nous laisse un peu de marge pour 1 ou 2 bouteilles de plus. On commence à être bon là, non? On s'arrête pour faire le point. Le chariot est rempli à ras-bord. Petite ellipse. Il est 20h quand tout le monde débarque. Alice, Sakina et quelques filles ont investi la cuisine pour préparer les salades de pâtes et de riz, menu traditionnel des fêtes d'été. Le frigo est rempli de bouteilles. Le freezer tourne à plein régime pour fournir les glaçons dont on remplit continuellement les seaux. Fred, un type de section littéraire, a apporté un ghetto blaster qui crache du Beastie Boys à un volume indécent. Certains dansent déjà, d'autres se baladent dans le parc, mais la majorité est allongée sur les couvertures, appalabrée sur les épreuves, la fin du bahut ou la qualité de la vodka. Tom s'empare de bûches sous l'appentis de son père, de journaux et d'une bouteille de white spirit. Il dispose le tout au fond de la cuve, asperge abondamment le tas et craque une allumette. Une flamme gigantesque s'élève instantanément, provoquant les acclamations immédiates de l'assistance. L'intro de Sabotage démarre et tout le monde se retrouve autour du feu de joie, à pogoter furieusement en hurlant des paroles qui ne veulent rien dire. Sakina embrasse Karim et je crois que je m'y suis enfin fait. Pas évident au début de voir des meilleurs amis se rouler des pelles, mais tout change tout le temps. Il faut sans cesse s'adapter. Je commence à comprendre. Ils ont l'air heureux, alors je le suis aussi. Tom et quelques mecs de notre classe s'activent autour des braises, servant à la chaîne des merguez cramées et des côtes de porc trop cuites en s'envoyant shot sur shot. Fred enchaîne avec un album de bec. Je saisis Alice par la taille en chaloupant et je braille que je suis un loser, baby, un perdido.
comme un hymne à cette jeunesse que nous traversons, à ces paumés que nous sommes, dans une société elle-même en plein bouleversement. Nous sommes en marche vers quelque chose, dans un monde qui tourne sur lui-même jusqu'au vertige, qui a perdu le contrôle, fonce droit dans un mur encore lointain mais qui se rapproche à grands pas. Comment se construire quand tout autour de nous se désagrège? Combien de temps nous reste-t-il encore à danser? Nous sommes les adolescents des années 90, les héritiers d'une époque fastueuse en pleine gueule de bois. Mais c'est notre époque, notre jeunesse. Alors on se doit de la vivre à 100 à l'heure, furieusement, d'en profiter avant qu'elle ne s'évanouisse, la tête enfouie dans le sable de nos illusions, de nos rêves encore grands et possibles. Nous sommes une génération d'enfants pâles, sans repères, subissant les regrets de nos aînés, fracassés par la peur qu'ils nous inoculent malgré eux, terrorisés par le monstre qu'ils ont nourri depuis si longtemps et qui s'apprête à leur voler leur descendance. Nous sommes le fruit des guerres et du capitalisme florissant, de l'inconséquence des élites et de la résignation du peuple. Nous sommes les supporters d'une équipe qui enchaîne les défaites. Nous sommes la génération X. Ça va ? Me demande Alice. Tu fais une drôle de tête. Je la serre fort en lui promettant que tout va bien, que je suis heureux, là, tout de suite, avec elle, avec eux. Et je le pense vraiment. Merci beaucoup. Bravo. Bah super, sur iPad, tu feras le prochain sur iPad, j'ai l'impression. J'aurais voulu en dessiner un peu plus, mais Tu peux continuer un peu si tu veux. J'ai pu mettre un vomi. Je continue un peu. Continue. Oui, bien sûr. Joseph, je pense que ce qui ressort bien, enfin, ça fonctionne très bien cette lecture accompagnée de ce dessin parce que ça met l'accent sur quelque chose qui m'a marqué à la lecture de vos deux livres, c'est-à-dire qu'au-delà de tous ces points communs qu'on vient d'évoquer et de ces âges et de ces passages et de ces questionnements qu'on retrouve dans vos deux livres, il y a une tonalité d'écriture que moi, en tant que lecteur, j'ai perçue comme étant un petit peu différente. C'est-à-dire que quelque chose qui était plus incisif, plus drôle, toujours sur le versant très humoristique et malaisant, donc on retrouve dans le livre de Mona. Dans votre livre, il y avait une teinte plus mélancolique. D'ailleurs, il y a à un moment donné cette phrase « les souvenirs me mélancolisent ». Je trouvais que je ne sais pas si le verbe se mélancoliser existe, mais je trouvais que c'était magnifique comme expression. Et est-ce que c'était dans vos intentions d'écriture d'aller toucher justement ce point-là chez quelqu'un? C'est des personnages très jeunes, de 17 ans, mais qui sont déjà dans une forme de nostalgie. Ouais, c'était... j'ai failli appeler le livre « Un garçon fragile ». J'en ai fait une chanson finalement, et parce que son père à un moment donné lui dit t'es un garçon fragile, il va falloir que tu t'endurcisses mon garçon, parce que la vie ça va être des coups dans la gueule et faudra te relever, ce sera comme ça. Puis je trouvais qu'un garçon ordinaire c'était mieux, parce qu'il n'était pas forcément fragile ce garçon, il est juste comme tout le monde en fait. Et oui, quand il y a cette phrase, les souvenirs me mélancolisent, il dit que quand il pense à hier, il est un peu triste, quand il pense à demain ça l'effraie. Et quand il pense à aujourd'hui, il s'emmerde. Et en fait, il ne sait pas où se situer, comment il fait. Et il y avait j'ai oublié votre question, donc là je vais tourner en rond jusqu'à ce que ça revienne, mais sinon... C'était la dimension un petit peu nostalgique et mélancolique du récit, justement. Est-ce que c'est comment dire, c'est l'état d'esprit du personnage dont vous parliez, ou est-ce que c'est votre regard sur votre adolescence Non, je voulais surtout pas qu'il y ait de regard sur mon adolescence. En tout cas, le personnage, il est un peu comme moi à ce point de vue-là. Il a conscience que les moments qu'il vit sont précieux et éphémères. Il en a conscience déjà, et donc il est déjà triste. Il est déjà dans le regret au moment où ça se passe, parce qu'il sait que ça va se terminer. Moi, j'étais très, très sensible aux fins. Quand j'étais gamin, ma mère m'a rappelé que quand j'avais le droit de regarder le film le dimanche soir à la télé, que d'un seul coup, j'allais me coucher avant la fin, et quand la musique montait un petit peu, parce qu'au mixage, la musique montait, je disais à ma mère, c'est fini là, c'est fini. Et elle me disait, non, pas encore. Et quand le film se terminait, même si c'était un Louis de Funès ou Pierre Richard, je chialais, je pleurais parce que c'était fini. Donc je suis très sensible à ce qui se termine. Je vais être très triste de repartir. Soyez gentils avec moi après, s'il vous plaît, parce que ça va être dur. Mais c'est vrai que ce côté, c'est pas, encore une fois, c'est plus de la mélancolie que de la nostalgie. Ouais. Il est constamment dans le fait d'anticiper. Il a cette conscience accrue, il le dit à un moment donné aussi, du temps.
qu'ont pas tous les gens de son âge. Et donc c'est une force parce qu'il sait apprécier les choses et puis il est très sensible. Et donc il va et il peut commencer à écrire des chansons. C'est pas un bourrin avec les filles. Enfin, ça lui donne plein de qualités pour sa vie. Et en même temps, il y a un prix qui est assez compliqué à payer, assez fort, parce que il y a ce côté perpétuel de mélancolie latente, de spleen qui est en lui. Et donc comment on vit et on croit que ça passe avec l'âge. Et malheureusement, 20 ans plus tard, je suis toujours moi dans cet entre-deux de me dire cette chose-là me permet d'écrire et de faire plusieurs choses, comme vous le disiez. Et en même temps, au quotidien, c'est pas toujours facile à vivre. Mais c'est comme ça. Et est-ce que du coup, le fait d'ouvrir le livre sur la mort de Kurt Cobain, ça commence par ça commence par une fin, en fait. Ouais. Ça commence par une fin, ça se termine par un début, ce livre, si vous avez remarqué. Il y avait une petite coquetterie, pas de coquetterie, mais il y avait un truc où je voulais que la forme... j'aime bien, moi, quand un livre, même dans les films, quand il y a un vrai début, entre guillemets, une vraie fin. Et que quand je dis une vraie fin, c'est que quand j'arrive à la dernière phrase, je me dis « Ah putain, chouette ». L'auteur ou l'autrice, c'est... Et moi, j'avais envie qu'il y ait cette chose-là, voilà. Et c'est vrai que cette première phrase d'aujourd'hui, Kurt Cobain est mort, il y avait le petit clin d'œil que tout le monde a relevé, à Meursault et consorts. Et puis, il y avait ce côté où je voulais que dans cette phrase, ça c'est une leçon de Miossec avec qui j'ai travaillé. Miossec qui est un chanteur, pour ceux qui ne connaissent pas. Il me disait, il faut soigner ta première phrase parce que c'est la porte d'entrée dans la chanson. Et c'est vrai que les premières phrases sont super importantes parce que c'est la porte d'entrée comme dans une maison. Si ta porte elle est dégueulasse, t'as pas envie les copains ils n'ont pas envie de rentrer, donc faut les. Et donc avec aujourd'hui, Kurt Cobain est mort, on avait l'époque, on avait la temporalité, ça va se passer au présent. Si je dis ça, c'est que c'est certainement important et on voit très vite que c'est un adolescent. Et je voulais que la première phrase soit vraiment synthétise plein de choses en fait. Et justement sur ces questions de la porte d'entrée, alors il y a la première phase, mais il y a aussi la couverture. Et la couverture de votre livre, Mona, elle est en couleur, la couverture de Demi-pensionnaire. Et après, tout le livre est en gris, en noir, blanc, gris. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, quand on avait échangé un petit peu en amont de la rencontre, ça participe beaucoup de certains effets comiques du livre. Dans l'écriture, parce que j'ai dit que c'était un livre qui m'avait fait rire, et souvent ça tenait justement à ce travail de la mise en gris. Par exemple, cette scène justement du premier câlin, de la tentative de relation sexuelle entre Zoé et son amoureux. Donc on est chez les parents sont pas là, toute la scène se passe dans la pénombre, et avant-dernière case, clac, une porte claque, et tout d'un coup la lumière s'allume, hello, je suis rentré. On entend une voix dans le corridor. Et donc là, il y a cette histoire du rythme, justement. C'est-à-dire que pour créer du rire, évidemment, on sait qu'il y a une histoire de timing, une histoire de rythme, etc., qui est très importante. Et j'ai l'impression que entre le découpage et la mise en gris, il y a quelque chose qui opère vraiment. Ça s'est réfléchi comme ça pour vous ? Alors oui, en fait, moi, pour travailler aussi, comme je disais, donc j'ai beaucoup parlé avec des amis. Et j'ai aussi demandé à des amis de faire la mise en gris du livre. Donc le livre est en niveau de gris. Et en fait, ça a été super intéressant parce que c'est, par exemple, donc c'est Valentin Orange et Adrien Young qui ont fait les grilles. Et c'est Valentin Orange qui a eu l'idée de mettre en blanc à la fin du découpage la case. Et c'était une super idée. Et en fait, moi, je leur donnais tout en noir et blanc, quoi, en trait, et ils rendaient tout ça vivant. Et du coup, ouais, ça amène des effets comiques comme ça. Et pour le découpage, en fait, c'est 12 cases à chaque fois. Et en fait, pour l'écriture, c'est une super technique de se donner comme cadre 12 cases et découper un événement en 12 cases. Et à la fin, il doit toujours y avoir une petite chute ou une petite conclusion, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que c'est travaillé, pour l'effet comique aussi. Vous disiez, Joseph, que ça s'était fait beaucoup plus, pas forcément de façon aussi construite au préalable, l'écriture de ce roman. Et moi, j'ai l'impression, moi qui ne suis pas écrivain, j'ai l'impression que la contrainte aide à écrire et aide à créer. Du coup, comment vous avez géré cette dimension-là de contrainte et ce rythme-là aussi Je me suis vraiment imposé, c'est-à-dire que... Moi, je fais des albums, normalement, normalement. Il faut que j'accepte le fait maintenant que j'écris des livres. Oui, maintenant, primé en plus. Voilà. Donc, j'avais fini ma tournée en décembre et en fin mai 2022, je devais partir à la Nouvelle-Orléans
avec Lou Wifang, qui était assise ici juste avant. On avait été lauréat de la Villa Albertine, qui est une nouvelle villa comme la Villa Médicis, mais qui est aux États-Unis. Donc j'avais 5 mois. Et dans nos métiers, il faut toujours anticiper. C'est-à-dire que quand vous écrivez un livre, il sort l'année d'après, et ainsi de suite. Donc il faut toujours avoir un petit coup d'avance. Et là, j'avais ces 5 mois, et je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose. Et qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, bon, c'est court, mais il faudrait que j'écrive un livre. Tiens. Donc déjà, la première contrainte, c'était ça, c'était d'avoir 5 mois. Et très vite, en fait, ça arrivait, je vais vous le dévoiler, ça sortira pas d'ici, mais j'étais soutenu par le Centre national du livre, et il faut remplir un dossier pour savoir s'ils vont vous soutenir. Et quand est arrivé le moment de quel est votre sujet du livre, j'avais rien du tout, je ne savais pas ce que j'allais parler. Et donc en 5 minutes, je me suis dit, ça va se passer dans un local de répète. Et en fait, je me suis dit au départ, le livre aurait dû être ça. Et c'est un huis clos dans ce local de répète, et tout se passe, les amitiés, les machins, et c'est comme une caméra fixe. Et des fois, il n'y a rien, et puis des fois, il y a plein de gens. Et puis j'ai dit, tiens, on va proposer ça. Et ils m'ont dit, super idée. Et je me suis dit, ah bon? Du coup, j'ai été soutenu, et je me suis dit, maintenant que je l'ai dit, il va falloir le faire. Donc j'ai commencé à écrire en me disant, en parlant du local, et puis très vite, je me suis dit, non, ça va être trop contraignant. Et donc, comme pour le livre précédent, ou pour certains autres ouvrages, c'est la première phrase qui est venue. Et je me suis dit, putain, en fait, le mec, c'est un mec qui se réveille, voilà, il va quelques mois du bac, Kurt Cobain est mort. Et en fait, j'imaginais des dominos. Et comme j'ai fait des études dans une école de cinéma qui s'appelle la FEMIS, puis j'ai bossé dans le cinéma avant, j'ai fait que des études d'image et d'arts appliqués aussi, voilà. Donc et j'ai réfléchi en termes d'image, et en fait, j'avais d'un seul coup des séquences de films qui sont apparues. Et je me suis dit, il faut que je les décrive, et ce sont les premières scènes. Et j'ai écrit, voilà, au fil du récit, sans savoir vraiment. Je me suis dit, est-ce que ça se finit quand ils vont être adultes? Tout était possible. Donc c'était à la fois génial parce que j'avais pas de plan, donc je faisais ce que je voulais. Et en même temps, il y a certains jours où c'était un peu angoissant parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Et là, ça y est, j'ai 30 pages et j'ai tout dit, j'ai plus rien. Et en même temps, je me suis dit, non, il faut que tu ailles jusqu'au mois de mai. Et aux alentours de fin avril, début mai, il faut que tu aies terminé. Donc là où en sera le texte, tu l'arrêtes. Et finalement, je me suis dit, de toute manière, après ça je me suis dit quand même, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit non, c'est bien de l'arrêter là où ça s'arrête, et de faire comme ci, comme ça. Mais il y avait vraiment une espèce de voyage moi-même quotidien, et j'ai essayé de m'astreindre à une certaine discipline pour qu'en 4 mois et demi, ce roman existe, quoi. Ça commence bien. Et il y a aussi ce truc qu'on en parle beaucoup, à l'école j'ai beaucoup entendu ça, où c'est très satisfaisant quand les personnages avancent tout seuls. Moi j'ai beaucoup ça aussi, où en fait on commence à écrire et en fait on se dit juste là qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça, c'est obligatoire. Et en fait au bout d'un moment ça se débloque comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est presque plus vous qui décidez de ce qui se passe au personnage? Ça justement, moi ce qui était compliqué, c'est que souvent les personnages ils restaient là, moi ils faisaient rien. Je me disais tu vas et voilà, et pendant 1 heure et je trouvais pas. Et c'est assez marrant parce que ce roman, c'est la première fois bizarrement que j'ai pas ces fameux déclics, parce que j'ai peut-être plus de choses, voilà, moi qui ai 2-3 ans de plus que toi, et ce qui fait que là ça a été compliqué parce qu'il a fallu leur mettre des fois des petits coups de pied au cul, tu vois, aux personnages pour qu'ils avancent, et donc l'écriture était particulière, en tout cas pour moi, pour ce livre. Parce que là, à un moment donné, des fois, je me disais, tiens, s'il faisait ça, puis je me disais, oui, mais ça, j'ai déjà, tu vois, quand j'ai laissé faire, mes personnages ont déjà été là, ont déjà fait ça dans d'autres trucs. Et là commence un autre travail. Mais voilà, on s'en fout en fait, mais voilà. On est là pour ça. On arrive au terme de cette rencontre. J'aurais évidemment encore 1000 questions à vous poser, mais je pas être égoïste. Allez, on annule tout ce qu'il y a derrière et pose-nous les 1000 questions, mon vieux. On y va. Allez, on est trop bien là. On annule le train. Allez, on annule tout. Est-ce que vous auriez éventuellement une question à poser à Mona et Joseph? Mona et ou Joseph? Hop. C'est le moment de la cascade de la rencontre. Merci. Merci déjà pour cette très intéressante conversation. J'ai ma fille a 17 ans et on est en plein Parcoursup. Et je voulais savoir si vous avez abordé justement cet aspect-là à ces différentes époques, c'est-à-dire la question vue du jeune, de sa propre orientation. Alors plutôt
Joseph, par rapport au roman qui est plus sur le lycée? Totalement. C'est-à-dire que justement, mon personnage, au début du roman, on comprend qu'il n'a pas de réelle passion. C'est lui qui le dit. Hein. Pas de réel talent. Et que... non, mais en fait, il le dit. Il dit, j'ai pas de talent, pas de passion. Il fait de la musique. Ouais, il fait de la musique, mais en gros, il gratouille. Enfin, tu vois, il dit juste, je serai jamais John Lennon, ou tu vois. Et puis, en fait, justement, le côté compliqué, c'est que il y a ça, et paradoxalement, il refuse ce qu'on lui propose. C'est-à-dire que ce qu'on lui propose, est-ce que ce vers quoi vont se tourner tous ses copains, c'est la fac, les BTS, les IUT, les trucs, ou un bac pro, peu importe. Et lui, il refuse. Il dit, mais moi, je veux pas ça. Je veux autre chose. Je veux rêver plus grand. Enfin, je veux parcourir le monde. Et en même temps, il est vachement contraint par son milieu social, par la raison qu'on essaye de lui imposer, alors qu'il n'y a pas... C'est tout aussi compliqué de devenir écrivain que d'être avocat, qu'être boucher. Enfin, je pense que tout est compliqué, et en même temps, tout est merveilleux. Et donc, oui, il se pose vraiment ces questions-là. Et fort heureusement, il n'y avait pas Parcoursup à l'époque, donc il y avait un peu plus je crois, de latitude, et on pouvait en tout cas perdre un peu de temps. J'ai l'impression. Moi, j'ai perdu 1 an, mais j'ai voulu à Dijon. Parce que, non, mais je devais, pour la petite histoire, comme je voulais tenter la FEMIS, c'est une école qui recrute à Bac+2, l'année où je devais rentrer dans le BTS audiovisuel, je voulais faire de l'image, et c'était alternativement son-image, et c'était son. Donc je voulais vraiment rentrer, devenir chef opérateur donc, en image. Donc je me suis dit, je vais patienter 1 an, je suis venu à Dijon, j'ai habité sur le campus, et j'ai pris 1 an pour faire des courts-métrages, voir le maximum de films, me documenter à mort, et je sais que c'est un luxe qu'ont de moins en moins les gens de 17-18 ans, parce qu'il faut aller vite, les filières, c'est dur de changer. Et donc c'est aussi en ça que c'est une autre époque, 94. Et oui, bien évidemment. Et en fait, ce que j'essayais de dire à travers ce livre, c'est que finalement, tout le décor et tout le monde a changé. Mais moi, par exemple, ma fille, j'ai une fille de 15 ans, elle l'a lu, elle l'a fait lire à pas mal de ses copines qui ont 15-16 ans. Et ça les a vraiment touchés. Et je vois, par exemple, ma fille, à chaque fois que je fais quelque chose, elle me fait ouais, ça va. Je dis putain, j'ai écrit pour machin et tout. Ouais, c'est pas ouf. Putain. Et là, c'est la première fois où elle est un petit peu enthousiaste. Et je me suis dit, c'est fou parce que ça touche aussi les ados, parce que je pense qu'en fait, l'adolescence, donc au sens teenager, donc 13-19 ans, ça reste la même chose à travers les âges. Ce sont les mêmes questionnements. Mais par contre, c'est tout le décor autour d'eux qui change. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu par cette longue réponse. Alors, question. Oui, bonjour, c'est une question pour tous les deux. Est-ce que vous avez imaginé l'un et l'autre ce qu'allaient devenir vos personnages, ou est-ce qu'ils sont figés pour l'éternité? Moi, c'est assez simple parce que c'est inspiré de ma vie, donc je sais ce qu'ils sont devenus. Ça va, ils vont bien. Mais donc oui, ils sont pas figés, non. Et moi, je sais pas du tout en fait. C'est-à-dire que non, mais c'est marrant parce que justement ma fille a été la première lectrice et ça revient souvent. On me disait, genre, on aimerait bien savoir. J'ai pas trop. Alors, c'est pas un Agatha Christie, hein, tout repose pas sur l'intrigue, on est bien d'accord, mais je veux quand même pas révéler la fin. Mais ce qui revient souvent, c'est qu'on aimerait savoir ce qu'ils sont devenus et je dis ils ont vécu leur vie et c'est comme ça va avec c'est les jours de mariage. C'est pas le dimanche à Bamako, mais c'est le samedi à Dijon, les jours de mariage, putain. Et du coup, ça va avec le roman, c'est-à-dire que, comme je disais, des fois on ne sait pas ce que deviennent les gens, on ne saura jamais. Et après, voilà, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être être. J'ai vu que je suis invité avec Samuel Benchetrit prochainement là, sur France Culture, et j'ai vu qu'il a fait, je ne connaissais pas, le Chronique de l'asphalte, je crois. Et il décline en fait, je crois, et je me dis que ça peut-être, c'est pas faire une suite, mais peut-être retrouver ces gens-là à travers un autre ouvrage, et peut-être les croiser, je sais pas, ça pourrait être comme de fois Tarantino fait dans ses films, on trouve certains personnages qui retraversent d'autres films, et je me suis dit ce serait peut-être intéressant maintenant qu'il y a 3 livres, que certains se rencontrent, voilà. Et donc là je vous donnerai de leurs nouvelles, éventuellement. C'est ce que fait aussi Tristan Saul dans ses chroniques de la place Carrée qui sera là demain. Donc si vous avez envie d'entendre quel lancement, merci Joseph.
Eh bien, écoutez, le mariage nous attend, donc On y va, je suis un peu à la bourre, ouais, faudrait que... Enfin, ça va être oui, hein, de toute façon, je pense que je Oui, vais... a priori, c'est pas maintenant que je vais changer. Et donc, Mona et Joseph seront à la librairie éphémère. Vous suivez le tapis rouge et vous allez arriver sur le stand. Je remercie bien sûr toute l'équipe de Clameur pour cette rencontre, la régie, vous bien sûr d'avoir été présents, et puis Mona et Joseph pour vos livres et votre générosité. Eh ben, merci à toi parce que c'était Merci beaucoup. très très bien mené. Faut dire, vraiment, bravo, c'est vrai, sincère.